Monsieur Sirapian, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication de la revue Europe et Orient et vous êtes bien connu pour votre expertise concernant toute la région du Proche et du Moyen-Orient. Et j'aurais aimé que vous puissiez nous faire un point global sur la situation qui est sur l'actualité brûlante autour de la Turquie. Oui, donc la revue Europe et Orient travaille sur 4 zones, Europe, la Turquie, le Sud-Caucase et le Moyen-Orient, ou le Proche-Orient. Et donc effectivement, donc je m'occupe plutôt de la Turquie que je connais bien. Et actuellement, la Turquie revient un peu devant la scène parce que il y a des problèmes à l'intérieur de la Turquie et avec ses voisins. D'ailleurs, à ce propos, vous savez que Ahmet Davutoglu, qui est aujourd'hui le Premier ministre, qui à l'époque était le ministre des Affaires étrangères, avait sorti une sorte de doctrine en disant zéro problème avec nos voisins. Aujourd'hui, les gens, avec un peu d'humour, ils disent que la Turquie aujourd'hui n'a que zéro voisin avec sans problème. Donc on en est là. La Turquie, surtout depuis les élections du mois de juin, est rentrée dans une phase, dans une zone turbulente, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc on viendra en détail, mais le problème principal aujourd'hui à l'intérieur, c'est les Kurdes, au sud-est de la Turquie, presque au seuil d'une guerre civile, et aussi à l'extérieur avec ses voisins. C'est-à-dire que l'implication qui commence à devenir publique de la Turquie contre la Syrie puisse avoir également des conséquences en fait sur la Turquie elle-même, au final? Oui, parce que dès le début, alors que la Turquie, Erdogan lui-même personnellement était très ami, même entre guillemets frère avec Assad, d'un seul coup a changé de position parce que le sujet principal qui préoccupe la Turquie aujourd'hui, c'est les Kurdes. Alors, sachant que les Kurdes sont sur 4 pays, en Turquie, Syrie, Irak et Iran. Et la population kurde en Turquie, ça pèse quand même à peu près entre 15 et 20 millions, disons, en comptant les Alevis, donc c'est pas négligeable. Et le problème de la Turquie, c'est que l'autre côté de la frontière, donc en Syrie, et tout de suite en plus frontalière avec la Turquie, il y a une population kurde qui a ses demandes d'autonomie, ou en Irak ils sont déjà autonomes, et ils ont peur que, les Turcs, ils ont peur que ça fasse tache d'huile aussi en Turquie, et qu'un jour se réunissent pour faire une sorte de Kurdistan autonome, incluant les Kurdes de la Turquie. Voilà. Et donc est-ce que l'on peut dans ce cas envisager très clairement que la Turquie, à l'occasion de la guerre en Syrie, en profite pour faire passer le massacre de ses propres Kurdes en tant que dégâts collatéral de cette guerre-là, et justement mène en fait une double guerre? Alors ça, c'était assez récent. C'est assez récent cette guerre civile. Maintenant, on n'hésite plus sur le terme, parce que ce qui se passe au sud-est de la Turquie, dans des villes comme Silopi, Cizre ou Nusaybin par exemple, c'est vraiment une guerre civile avec l'armée et la police, et je dirais même des milices, qu'on pourrait même faire le parallèle avec les escadrons de la mort, parce qu'on voit paraître sur les murs de certaines villes des inscriptions en disant, en incitant à la haine contre les Kurdes, des exécutions sommaires, jamais sanctionnées, voilà. Et de l'autre côté, une population, donc il y a la PKK, qui est la partie, disons, armée de cette demande d'autonomie kurde, par rapport au HDP, qui est le parti politique, qui est représenté aujourd'hui dans le Parlement, mais aussi la participation de la population civile, en creusant des tranchées dans les villes pour que les tanks ne passent pas, parce qu'il faut dire aussi que l'armée ne vient pas seulement avec des fusils, donc avec des blindés, avec des tanks, les maisons sont bombardées, il y a beaucoup de morts civiles, qu'on en parle très peu dans les médias européens et notamment en France. Oui, c'est vrai qu'il y a une omerta assez intéressante, alors qu'on assiste réellement à une situation insurrectionnelle de type réellement guerre civile. Oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus de la Syrie, de l'Irak, on va parler de Daesh, mais on avait parlé l'été dernier justement du massacre des Kurdes, et c'est vrai qu'en ce moment c'est un sujet qui était un peu passé par pertes et profits, alors que justement
ça pourrait être quelque chose de bien plus grand et en fait que toute la zone soit en train de se balkaniser, y compris la Turquie, c'est bien cela? Oui, et d'ailleurs, il y en a qui parlent de la libanisation de la Turquie, sachant que, bon, il faut savoir que la Turquie, qu'on pense un grand pays unitaire, est composée de 27 ethnies différentes. Donc plus ou moins importantes dans leur nombre, mais comme je disais, la population kurde plus alévi, sachant que les Alévis n'ont pas un lien direct avec les Alévis de Syrie, c'est une autre branche, mais c'est quand même, ils ne sont pas considérés comme des vrais citoyens ou comme des vrais Turcs, et ça pose des problèmes. Ce qui nous a surpris en tant qu'analystes de la Turquie, c'est qu'après les élections du mois de juin, déjà avant le mois de juin, il y avait des pourparlers avec Öcalan, donc qui était le chef historique du PKK, pour arriver à une sorte de paix qui n'avait pas réussi les gouvernements précédents. Donc il y avait une sorte d'espoir, aussi bien chez les observateurs que dans la population, aussi bien turcs et kurdes, qu'on allait arriver finalement à une sorte d'entente. Et bizarrement, après les élections où, contre toute attente, 13% de vote allant à HDP, 80 députés rentrent au Parlement. Et donc, il fallait aller à une sorte de coalition entre AKP, majoritaire, voilà, CHP, qui est le parti kémaliste, et le HDP. Bon, en laissant de côté peut-être éventuellement le MHP, qui sont de l'extrême droite turque. Et bizarrement, Erdogan a choisi la voie dure. Ça veut dire que lui, il voulait avoir une majorité assez importante au Parlement pour passer sa constitution, pour arriver à une sorte de présidentielle. Enfin, un régime présidentiel forte. HDP était contre. Donc, au lieu de faire une coalition, ils sont allés au clash. Et donc, tous les pourparlers qui duraient depuis des mois et des mois, on était vraiment à la fin de la dernière étape. Ce qu'on appelle le pourparler de Dolmabahçe, donc ça s'est passé au palais de Dolmabahçe à Istanbul, c'est tombé à l'eau. Donc du coup, durcissement, et du coup, donc le clash qu'on voit aujourd'hui sur le terrain. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure, et peut-être en lien avec cela, l'amitié antérieure avec la Syrie, et quelle pourrait être la cause de ce changement subit au sein de la Turquie? C'est-à-dire, est-ce que c'est une guerre d'opportunité? Où les relations de la Turquie avec les Saouds et le Qatar ont-elles pu jouer? Ou encore une fois, y a-t-il pu avoir dans l'équation le fait d'avoir poussé Erdogan à la faute? Et dans ce cas, quels intérêts sont derrière? Disons que depuis au moins 2 ans, on parle surtout des analystes américains qui connaissent quand même la Turquie, et puis ils sont turcophones, donc ils lisent les journaux, ils suivent de près. Ça a toujours été un pays stratégique. Voilà, et je prends comme exemple Sibel Edmonds, qui est par exemple une ancienne de FBI qui est très très au courant de tout ce qui se passe. Elle avait parlé il y a 2 ans. Elle avait titré un de ses articles sur son blog, la date de péremption d'Erdogan est proche. Donc, comme sur un yaourt, voilà. C'est le titre, c'était ça. Donc, je m'étais intéressé, donc j'étais en contact avec elle. Et puis, j'ai vu qu'elle voulait dire que pour beaucoup d'analystes, et même pour la CIA, Erdogan sortait un peu de ses rails, et donc, enfin, le rail qui était destiné et puis pourrait arriver à un moment donné être éloigné de. D'accord. Est-ce qu'il existe donc dans ce cas une possibilité pour que la Turquie soit en ce moment même poussée à la faute, et alors qu'elle était il y a encore assez peu de temps soutenue par les États-Unis, qu'en fait l'agenda, en ayant en mémoire les cartes de la balkanisation du Moyen-Orient, y compris avec l'émergence d'un Kurdistan à cheval justement sur les pays sur lesquels il est localisé, y compris la Turquie, est-ce qu'on peut voir donc là les prémices d'un lâchage de la Turquie, au moins sur la question kurde, pardon? De la part des Américains? Oui, tout à fait. Je ne crois pas du tout. Ça, c'était le jeu depuis même pendant la guerre froide et jusqu'aujourd'hui. Les liaisons entre la Turquie et les États-Unis sont plutôt entre les militaires et non pas les politiques venant. D'accord, oui. Bon. Donc, l'OTAN ne lâchera jamais la Turquie, et sachez que chaque fois que la Turquie fait quelque chose, prend une décision, ça ne peut pas être sans aval de l'OTAN. Je prends un exemple concret. 1965, la Turquie voulait envahir le Chypre déjà. Président Johnson envoie une lettre, on a tous les documents, donc si vos avions partent, nous vous coupons toute l'essence, enfin voilà. Donc ils n'ont pas pu le faire.
quelques années après, en 1974, Kissinger donne le feu vert, d'où l'invasion de Chypre du Nord. D'accord? Donc il y a une corrélation entre les deux. Intéressant. Et quel avait été le comportement des Britanniques à l'époque? Quel était le comportement des Britanniques? Le Britannique était à ce moment-là, donc était toujours plutôt suiveur des décisions de l'OTAN. Voilà. Les Britanniques, bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais ils avaient déjà un problème avec le Chypre parce qu'ils ont jamais digéré le fait qu'ils étaient expulsés, entre guillemets, évincés de Chypre. Voilà. Donc, pour dire que jusqu'aujourd'hui, l'OTAN, éventuellement, Erdogan peut être remplacé, mais ne lâchera jamais parce que n'oublions pas que pendant la guerre civile, la Turquie était les grandes oreilles de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Toute la côte de mer Noire était, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, chargée de grandes oreilles, ce qu'on appelait les antennes, tournées vers Sébastopol et Odessa, voilà, pour suivre les mouvements Donc ça continue, donc ils ne peuvent pas le lâcher. En revanche, aujourd'hui, ce qui se passe avec la Syrie, comme je pourrais venir à votre question, c'est que, en réalité, l'aide apportée, aujourd'hui prouvée, de la Turquie à Daesh, c'est que Daesh fait le sale boulot qui aurait voulu faire la Turquie en cassant, entre autres, les Kurdes. D'accord. Les Kurdes côté Syrie et Irak, évidemment. D'accord. Dans ce cas, la très nette interruption du processus par la Russie en faveur de la Syrie, et donc contre Daesh et contre les soutiens de Daesh, à commencer par la Turquie, voyez-vous un lien, une corrélation exacte dans le renouveau des attaques et des provocations au Haut-Karabakh contre les Arméniens en tant que les deux champions par interposition, d'une part de la Turquie et d'autre part de la Russie? Pouvez-vous développer peut-être le lien? Oui. Alors, concernant l'Arménie, le problème avec l'Arménie, c'est que depuis 1992-93, alors que la Turquie était l'un des premiers pays à reconnaître l'Arménie indépendante en 91, septembre 91, bon, mais tout de suite après la guerre du Karabakh a fait que la Turquie, et ce qu'on ne dit pas souvent dans les dépêches ou dans les analyses, unilatéralement a fermé les frontières. On dit souvent la frontière arméno-turque, mais les Arméniens n'ont jamais fermé, c'est les Turcs qui ont fermé du côté turc la frontière. Et parallèlement, de l'autre côté, Azerbaïdjan a fermé aussi ses frontières. Ça fait qu'à un moment donné, l'Arménie et le Karabakh, donc, qui a gagné la guerre, avec plus de 30 000 morts quand même, en 1994, cessez le feu, l'Arménie et le Karabakh n'avaient que deux portes de sortie, en haut via la Géorgie, vers la Russie, et en bas via l'Iran. Voilà. Ça n'empêche pas les commerces, hein, donc les frontières sont fermées. Et moi, quand je visite l'Arménie et le Karabakh, je vois souvent des matériaux ou des peintures venant de la Turquie. Donc les marques turques sont présentes. Donc ils passent soit par l'Iran, soit par la Géorgie. Bon, évidemment, ça a un coût. Maintenant, pour la présence russe, militairement parlant, en Arménie et au Karabakh. Alors, l'Arménie a une entente qui a été d'ailleurs prorogée jusqu'à 2044 maintenant. La frontière arméno-turque est protégée non pas par l'armée arménienne, mais par l'armée russe directement. Ça veut dire que si un jour la Turquie s'aventurait à attaquer l'Arménie de son côté, ce qui a été prévu en 1993, mais qui a été déjà à l'époque arrêté par un général russe, en disant que si vous faites un pas de plus en face de vous, vous allez trouver l'armée russe, ça continue aujourd'hui. À Gyumri, donc deuxième ville de l'Arménie, a une base russe, donc tout le monde connaît, c'est pas un secret. Et donc cette partie-là, c'est protégé par les Russes. Par contre, la Russie, jusqu'aujourd'hui, l'entente avec l'Arménie, c'est que le Karabakh, c'est votre boulot de le protéger. Donc c'est l'armée karabariote et arménienne qui protège les frontières, les zones libérées, dites libérées par les Arméniens, dites occupées par les Azerbaïdjans, ça dépend de quel côté on regarde, parce qu'il y a le Karabakh et il y a des départements qui sont autour, qui ont été sous contrôle arménien depuis donc le cessez-le-feu. Maintenant, depuis quelques jours, quelques semaines, ce qui a inquiété les Turcs, c'est qu'il y a un renforcement militairement parlant des Russes, leur présence en Arménie. J'ajoute une chose, c'est qu'il faut savoir que l'Arménie, vous savez que l'OTAN
Il y avait l'OTAN, il y avait le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie a été dissous. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau pacte entre anciens pays de l'ex-Union soviétique. 6 pays, donc la Russie, l'Arménie, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, l'Azerbaïdjan ne fait pas partie, et il y a une entente militaire entre eux. Ça voudrait dire que si l'un des pays est attaqué, tous les autres sont impliqués. C'est comme si on attaquait la Russie. Donc de ce point de vue, la Russie, à mon avis, prend le devant, sachant que l'Azerbaïdjan a augmenté ses provocations, ses attaques, y compris sur les villages arméniens, et non pas seulement karabariotes. Il renforce la situation militairement et matériellement parlant avec des fusées même à longue portée. Voilà. D'accord, donc ce qui est vraisemblable là, c'est qu'on ait potentiellement une mèche pour également une conflagration, sachant que la Turquie bénéficierait aussi de la solidarité avec l'OTAN. Oui, oui, et en revanche, une guerre, à mon avis, une nouvelle guerre entre Karabakh et entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan serait catastrophique, parce que presque tout le monde est d'accord là-dessus que première chose qu'ils feront les Arméniens ou les Karabariotes, c'est d'attaquer les raffineries de pétrole de Bakou. Ils peuvent le faire, donc les missiles sont prévus pour y aller jusque-là. Ça veut dire que cette guerre ne sera plus une guerre régionale, mais ça pourra affecter aussi l'approvisionnement énergétique de l'Europe, voilà, de gaz et en pétrole. Bien, merci pour ces éclaircissements, Monsieur Surapian. Merci beaucoup à vous.